Bonjour à toutes et à tous. Les Confidences littéraires ont la chance de venir aujourd'hui à la rencontre de l'écrivain Claude Arnaud à l'occasion de la sortie de son dernier roman Le Mal des ruines, publié aux éditions Grasset. Bonjour Claude Arnaud. Bonjour. Claude Arnaud, vous êtes romancier, biographe et scénariste. Pour vous, l'identité est devenue au fil d'une étrange histoire le problème essentiel de notre temps. La question de l'identité est au cœur de votre œuvre et vous continuez à creuser ce sillon avec votre nouvel ouvrage Le Mal des ruines. Pour beaucoup, le pays de l'enfance est un monde fait de souvenirs idéalisés. Pour vous, descendant des Zuccarelli, une famille qui tint longtemps la mairie de Bastia et celle de Santa Lucia di Mercurio, c'est une terre bien réelle où vous avez passé vos premiers étés. Mais une origine suffit-elle à définir une identité? Que faire quand son paradis se change en enfer, où les maisons des siens cèdent sous les bombes, où l'un de ses frères va se noyer, et où un corps sans tête est retrouvé dans son village même? Qu'est-ce qu'une terre dit de soi, et que faire d'une île aussi belle que mortelle? Dans cet époustouflant road trip porté par une écriture magistrale, vous retracez à travers les routes de la Corse l'histoire de votre famille et revisitez les morts et les vivants. À jamais marqué par cet ailleurs qui est en vous, vous nous proposez une éblouissante traversée en vous affranchissant de la fiction au seul bénéfice d'une forme de vérité et de réalité. Je dois vous dire que je suis sortie bouleversée par votre livre. Cher Claude Arnaud, pouvez-vous nous parler de votre livre et, avant toute autre chose, qu'est-ce que le mal des ruines ? Alors le mal des ruines, c'est un mal qu'on prête à certains archéologues, anthropologues, chercheurs qui découvrent à un moment donné une ruine, un reste d'une civilisation enfouie, mal connue, mystérieuse. Ça a pu, évidemment, les cas les plus spectaculaires, c'est le cas des archéologues anglais qui ont découvert certains mausolées de pharaons en Égypte. Ça a pu aussi atteindre certains archéologues dans la forêt Maya au Mexique ou enfin dans l'Amérique centrale. Comme si, je dirais, les ruines étaient comme un concentré de passé d'une civilisation déchue, défunte. Et cette concentration produisait par une forme de décomposition des microbes spécifiques et qui eux-mêmes engendraient un mal spécifique. Alors évidemment, c'est une notion qu'on pourrait dire romantique ou post-romantique, mais je la trouvais belle pour essayer de définir le sentiment qu'on a quand on est dans la Corse de l'intérieur, la Corse profonde, hein, pas la Corse des plages évidemment, où le passé est très très fort présent, et vous avez tout le temps cette impression à la fois de beauté, de mélancolie d'un monde défunt, mort, d'une forme de vie, de production artisanale, de survie, même parce que la Corse a vécu en autarcie pendant des siècles, surtout la Corse de l'intérieur, où on fabriquait tout, son pain, ses vêtements, ses matériaux de construction, sa maison, on faisait tout, ses moulins, sa farine, sa vigne. Et donc il y a une mélancolie de voir ce monde qui est évidemment maintenant aux antipodes du nôtre, où tout ce qu'on mange, tout ce qu'on consomme est en partie dématérialisé parce que la production se fait très très loin de chez nous. Donc je dirais le mal des ruines, c'est ça, c'est cette espèce de mélancolie très frappante et qui peut être qui tient à la survivance d'un passé défunt et aux morts qui ont incarné ce passé. On les sent physiquement, on les sent présents. Et évidemment, la présence de la mort en Corse, elle est un des ressorts du livre, parce qu'elle est, par ailleurs, pour moi, elle s'incarne de façon très concrète, hein, en quelques décès, peut-être on parlera. Alors, avant d'aborder justement l'incarnation de cette Corse telle que vous la décrivez, j'aimerais que vous nous lisiez la toute introduction, le tout début de votre livre, pour vous positionner. Voilà. Merci. Il m'arrive encore de me demander qui je suis après tant d'années, mais je crois savoir assez bien d'où je viens. Il me suffit d'attraper un avion à Orly et d'atterrir 1h30 plus tard en Corse pour avoir la certitude de toucher à mes origines. La lumière, la mer, la montagne et le maquis, j'éprouve un sentiment si fort d'évidence à l'approche de Bastia que j'en viens presque à oublier tout ce que j'ai construit depuis, comme si cette île m'avait défini avant même que je me soucie de le faire. Alors, est-ce que vous pourriez donc nous dire pourquoi
aujourd'hui en particulier, vous êtes allé sur ce territoire-là et vous avez creusé ce sillon-là? Pourquoi ce besoin d'écrire aujourd'hui sur votre corps, sur votre identité, au travers effectivement de ce que vous définissez d'ailleurs dans le livre comme ce pied que vous avez à Paris et ce pied que vous avez en Corse, que vous essayez de définir comme votre identité sans pour autant en trouver les contours? Alors, c'est vrai, vous l'avez dit dans votre présentation, c'est le sujet pour moi central. L'identité, c'est un peu autour de quoi tous mes livres tournent. Et dans cette identité, il y a plusieurs facettes culturelles, sexuelles, mais il y avait aussi cette facette nationale. Hein, si on considère que la Corse est une nation, en tout cas elle l'est potentiellement, évidemment comme toute île, c'est une culture spécifique et j'avais conscience de ça enfant, puisque toute ma famille maternelle est corse, vit en Corse, et que nous allions dans l'île tous les étés, et que les liens étaient très forts, très très forts dans l'île, et que ma mère, donc, qui était corse, n'avait qu'une envie chaque été, et dès qu'elle pouvait, c'était de retourner là-bas. Donc il y avait cette double appartenance et un mode de fonctionnement, une façon de vivre qui était évidemment très très différente entre un petit village du cœur montagnard de la Corse, une région qui s'appelle le Bauge, et Boulogne-Billancourt, ou plutôt la lisière de Paris de Boulogne-Billancourt, qui est un quartier particulièrement, je dirais, anonyme à Paris, où nous n'étions pas grand-chose, alors qu'en Corse, par ma grand-mère, nous appartenions à ce qu'on a appelé après coup un clan, les Tsukarel, qui jouait un rôle politique vraiment important dans la Corse du Nord, à Bastia, et dans notre village de Santa Lucia di Mirco, dont vous avez cité le nom tout à l'heure. Donc il y a cette impression, c'était pas deux pays étrangers, c'était le même pays, c'était la France. Néanmoins, la Corse a une histoire évidemment spécifique, elle a été, vous le savez, pisane puis génoise pendant des siècles. Elle parle encore une langue dérivée du toscan, quand elle la parle. Et il y a évidemment quelque chose qui est pas du tout parisien en Corse et vice-versa. Et donc cette habitude, cette façon de jongler entre deux façons d'être, avant même deux cultures, m'a façonné et m'a donné une certaine souplesse, je dirais, identitaire, une certaine porosité. Je vois bien que se définir, c'est se définir par des additions aussi d'éléments, sinon contradictoires, en tout cas antinomiques. C'est pas la même culture, c'est sûr, la culture d'un village corse et la culture d'une grande ville comme Paris n'obéissent pas aux mêmes paramètres. Donc ça m'a donné cette souplesse-là, qui après, bizarrement, a essaimé dans ma vie et que j'ai retrouvé, voilà, dans ma façon amoureuse de vivre, dans ma façon de pratiquer beaucoup de choses. Je ne sais pas si on peut dire une duplicité, en tout cas, il n'y a pas de connotation morale à ce mot. En tout cas, cette aptitude à être plusieurs choses à la fois, plusieurs personnes à la fois, et cette reconnaissance de cette dualité-là comme une véritable richesse. Même si, comme tout le monde, évidemment, plus jeune, j'aurais peut-être souhaité avoir une solution plus simple pour me définir et une façon plus catégorique de présenter mes papiers. Mais finalement, avec le temps, j'ai vu que c'était une grande richesse et qu'il fallait prendre le temps d'accepter ça, cette diversité-là, cette contradiction-là. Elle demande plus de recul et plus de temps pour analyser les choses et pour accepter de la diversité en soi. Alors, ce cheminement que vous faites, qui est à la fois des paysages que vous nous faites partager, absolument magnifiques, arides, c'est aussi fait de deuil. Oui. Très dur, et particulièrement, et vous en parlez de façon très bouleversante. Est-ce que vous voulez partager ça avec nous? Alors, un des effets de cette dualité de l'identité tient aussi à l'extrême chaleur de ma famille corse et de tous mes souvenirs d'enfance en Corse, qui date d'un peu avant l'émergence du nationalisme et du conflit qui en a suivi entre une partie de la Corse et les autorités, disons, républicaines, pour le faire vite. Et cette chaleur, elle était extrême, c'était une famille extrêmement nombreuse, extrêmement vivante, extrêmement drôle, où on riait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, à un moment, quelque chose s'est cassé.
dans l'histoire de cette famille, puisque j'ai perdu ma mère quand j'avais 18 ans, elle a été emportée par une leucémie, j'ai perdu mon frère aîné qui s'est suicidé quand il avait 28 ans et j'en avais 21. J'ai perdu mon second frère qui s'est noyé en Corse, sans qu'on ait jamais pu dire exactement si c'était un accident ou un suicide. Et la Corse elle-même est rentrée dans une phase d'affirmation violente de son identité. Et donc il y a eu une conjonction qui a transformé ce pays de la pure joie méditerranéenne en pays de la tragédie méditerranéenne. Alors, ça a l'air un peu schématique dit comme ça, mais je pense que ça a été vécu de l'intérieur par moi, et c'est ce que j'essaye de rendre dans le livre de la façon la plus sensible et la plus simple possible. Et je pense que c'est dans le rapport qu'on a avec tout lieu et même toute personne constitutif pour nous. On passe par ces phases de comédie et de tragédie, d'amour et de désamour, et ça fait partie de la vie. Mais peut-être que, disons, la Corse étant une île assez spécifique, assez particulière, et qui a fait parler d'elle parfois de façon radicale, les enjeux sont concentrés en Corse. Voilà. C'est ce que j'essaie aussi de dire de cette île, c'est qu'il y a quelque chose dans l'insularité qui concentre, qui découpe, qui décape, qui aiguise. C'est une île granitique, c'est une île rude, hein. C'est sûr que ce n'est pas une île commode, ce n'est pas une île tendre. Donc je dirais que tout est un peu accentué. Et de ce point de vue-là, ça me semblait un beau motif littéraire à essayer de travailler au-delà de ma mémoire personnelle et de cette histoire familiale assez violente, assez contrastée, qui fait qu'à un moment donné, vraiment, la Corse a été pour moi l'île des morts. Trop d'attentats, trop de crimes, et le souvenir de ces 3 morts quand même violentes et précoces, ça faisait beaucoup. Et puis, le cheminement du livre montre comment, avec le temps, la Corse est rentrée dans une ère beaucoup plus pacifique aujourd'hui. Ma famille n'occupe plus des postes de responsabilité aussi visibles. Donc j'ai pu faire un retour dans l'île, j'ai pu retrouver ma place de façon beaucoup plus sereine et pacifiée. Et là je peux, bon après une espèce d'opération, je dirais un peu dialectique pour employer un gros mot, après la joie de l'enfance, après la douleur de l'âge adulte, une espèce de réconciliation et de dépassement peut-être dans une sorte de paix finale, j'espère que c'est pas le mot, mais en tout cas de paix, voilà, dans une forme d'affranchissement vertueux en réalité, oui, c'est-à-dire une déclaration d'amour oui. à cette île et de ce que vous exprimez d'ailleurs, de sentiment de liberté quand vous êtes là-bas, oui. parce que vous affranchissez de certains codes parisiens, Boulogne, etc. Et ce livre, petit à petit, on voit que vous vous affranchissez de toutes ces souffrances pour y trouver une liberté, une nouvelle place. Voilà, une nouvelle place et une sorte de paix, voilà, de paix, parce que c'est un endroit évidemment magnifique, ça c'est pas, je vous apprends rien. Mais cette beauté-là, elle est extrêmement puissante, donc évidemment, elle a aussi sa charge de... Oui, ça ne s'offre pas comme ça, la beauté, c'est sûr. Il y a un prix, on le sait. Et ça, vous le dites dans votre livre, c'est un message que j'aime infiniment. C'est le prix de la beauté. Oui, la beauté a un prix, elle rend fière, mais elle a un prix, elle se fait payer. Ouais. Il faut en être digne. Il faut en être digne, voilà. Il faut trouver sa place. Voilà. Il faut trouver sa place dans ce lieu. Je pense que j'y suis arrivé et c'est un grand plaisir pour moi parce que c'est quand même, je dirais, alors peut-être là pour élargir un peu le champ du livre, il est sûr que c'est un livre, je le fais aujourd'hui aussi parce que j'ai bien conscience que c'est un sujet qui me dépasse très largement et qui dépasse même les 300 000 Corses ou les 1 million de Corses de la diaspora. C'est arriver à ce point d'une certaine mondialisation qui, bon, on voit bien, est arrivée à un terme de son cycle d'essor, de développement. On sent bien une forme de rétractation, de rejet aussi par plein d'aspects, et de retour parfois très violent à des identités extrêmement serrées, qu'elles soient ethniques, religieuses, sexuelles, nationales. On le sent bien, il y a un durcissement de l'identité.